Il est 13 h, bonjour à tous. Merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce dimanche. Demain, lundi 14 décembre, Alassane Ouattara, le président élu à l'issue du scrutin du 31 octobre 2020, prêtera serment devant le Conseil constitutionnel. Il prendra ainsi l'engagement devant la nation, devant le Conseil constitutionnel, de servir le peuple qu'il a élu. Dans le strict respect de ses nouvelles attributions, la prestation de serment, le sens d'une cérémonie à suivre en début de journal. Et puis 11,6 milliards de francs CFA pour soutenir 3 structures du secteur agricole qui a été impactées négativement par la Covid-19. Une action pour secourir le secteur, un financement de la Banque mondiale. Walter Amadou Ouattara nous éclairera sur le sujet. Dans l'actualité internationale, affaire Norbert Zongo, Burkina Faso. François Compaoré, le frère de l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré, bientôt fixé sur sa possible extradition. Bien que la France ait autorisé en février l'extradition de François Compaoré, il n'est toujours pas revenu au Burkina Faso. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Plus de 70 millions de cas confirmés, 1,6 million de morts. Le monde entier fait face à une crise sanitaire sans précédent due à la pandémie de coronavirus. Des systèmes économiques dits solides ont ployé le genou devant la maladie. Le monde entier a compris la nécessité de s'unir face aux fléaux qui menacent le genre humain et chaque pays a dressé son plan de riposte face à la maladie avec comme élément de base le strict respect des mesures barrières allant jusqu'au confinement total des populations. Dans cette grisaille, l'espoir semble renaître avec la course au vaccin pour endiguer la maladie. En Côte d'Ivoire, l'État, lui, dans le respect de ses engagements, n'a pas lésiné sur les moyens pour assurer mieux renforcer la protection des populations 9 mois après l'apparition de la maladie sur le sol ivoirien. Quel bilan? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Akaoulé. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, M. Herman Guivet. Monsieur le ministre, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Je vous retrouve dans quelques instants pour poursuivre le débat. Merci. Et justement, parlons d'engagement. Demain, lundi 14 décembre, Alassane Ouattara, le président élu à l'issue du scrutin du 31 octobre 2020, prêtera serment devant le Conseil constitutionnel. Il prendra ainsi l'engagement devant la nation, devant le Conseil constitutionnel, de servir le peuple qu'il a élu dans le strict respect de ses nouvelles attributions. La prestation de serment, le sens d'une cérémonie solennelle. La prestation de serment devant le Conseil constitutionnel. C'était il y a 5 ans. Nous étions en 2015 et Alassane Ouattara prenait l'engagement devant le Conseil constitutionnel et la nation ivoirienne de remplir sa fonction de chef de l'État dans l'intérêt supérieur de la nation. Je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation. Bien plus que des mots, la force d'un engagement manifeste pour tout candidat qui sort victorieux de l'élection présidentielle et qui a désormais la lourde charge de conduire les destinées de la nation, protéger les droits et libertés des citoyens, remplir consciencieusement les devoirs à sa charge avec une phrase qui boucle la boucle. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment. Une forme d'épée de Damoclès qui pèse sur ce serment, comme pour rappeler aux nouveaux pensionnaires du palais présidentiel que les responsabilités liées à l'exercice de sa fonction ne seront pas sans conséquences s'il venait à faillir. La prestation de serment, définie comme une promesse avant l'accomplissement d'un acte, marque l'engagement de celui qui s'y prête à se dépouiller de ses propres intérêts pour se mettre au service de ceux qui ont porté en lui leur confiance. L'incontournable exercice, régi par la disposition de l'article 39 de la Constitution ivoirienne, est l'un des saints sacrements de la République qui consacre la légitimité du nouveau chef de l'État. Et mesdames et messieurs, la main posée sur la Constitution, Alassane Ouattara prêtera serment demain lundi devant le Conseil constitutionnel. Pour l'occasion, la Constitution qui devient de fait l'élément central de la cérémonie s'est revêtue de nouveaux habits. L'habillage, la mise en page, la couverture, un nouveau format bien pensé par des expertises ivoiriennes. Des explications dans ce reportage de Gabriel Zani qui revient aussi sur l'histoire de la prestation de serment du président de la République de Côte d'Ivoire. Il convient désormais d'appeler cet ouvrage la Constitution présidentielle, car sur lui,
sera posée la main gauche du président élu pendant que sa main droite sera levée lorsqu'il liera le serment le lundi 14 décembre. Ces nouveaux habits, la Constitution du 8 novembre 2016 les doit au Conseil constitutionnel. Voici les constitutions avec lesquelles nous travaillons habituellement. Compte tenu de l'importance de la cérémonie et du prestige même de la fonction présidentielle, il est apparu nécessaire aux yeux du Conseil constitutionnel de faire éditer une constitution à la hauteur de l'événement et qui servirait à la prestation de serment du président de la République. À tout seigneur, tout honneur donc, la prestation de serment du président de la République doit conserver son prestige et la forme de la loi fondamentale doit aller avec. Ceci est une première dans l'histoire de la prestation de serment du président de la République en Côte d'Ivoire. La prestation de serment du président de la République est intervenue en Côte d'Ivoire à partir de la constitution de la Deuxième République, c'est-à-dire la constitution du 1er août 2000. C'est cette constitution qui a indiqué qu'avant d'entrer en fonction, le président de la République élu doit prêter serment devant le Conseil constitutionnel. C'est ainsi que le président Laurent Gbagbo a prêté serment et le président Ouattara également a prêté serment. Mais cette constitution de la Deuxième République n'indiquait pas la forme de la prestation de serment du président de la République. C'est la constitution de 8 novembre 2016 qui a donné une forme à la prestation de serment du président de la République en précisant que le président de la République élu prête serment sur la Constitution devant le Conseil constitutionnel réuni en audience solennelle. Si l'histoire de la prestation de serment du président de la République a traversé le temps, celle de ce nouveau format de la Constitution date seulement de quelques semaines. Reproduction intégrale des textes au caractère bien gravé, originalité introduite pour faciliter la lecture, arceaux dorés, coffret cuir, couleur rouge, le tout sous forme de classeur. C'est le produit d'entreprises locales ivoiriennes. Pour le marquage de l'or, une autre expertise nationale a été sollicitée. C'est dans cet atelier de bijouterie que les nouveaux habits de la Constitution de 2016 ont été conçus. Il n'a pas été vraiment facile parce que c'est un travail de conception. Il fallait vraiment aller étape par étape, passer d'abord à la résine, une maquette en caoutchouc, après les impressions 3D, ensuite il y a eu la coulée. On a déjà procédé à un désassemblage même de ce que vous voyez là. On l'a mis en 3 morceaux pour pouvoir effectivement le nettoyer correctement et puis procéder vraiment à l'assemblage après via la soudure au laser. La mention, la Constitution réalisée au laser sur une plaque d'or. La Constitution séparée d'or. Nous ne travaillons que l'or ici. C'est fait vraiment en or pur 18 carats. Que ce soit l'armoirie, que ce soit les écritures, tout a été vraiment fait en or, quoi. Avec cet ouvrage prestigieux, la Constitution devient l'élément central de la première prestation de serment du président élu de la Troisième République. Ce sera la Constitution des présidents de la République. Sous d'autres cieux, on voit que c'est la Bible qui sert à recevoir le serment, ou bien c'est le Coran. Mais chez nous, un État laïque, nous avons décidé de faire une constitution un peu particulière qui servira à recevoir le serment du président de la République. Mais c'est exactement la même constitution que celle que tout le monde connaît et qui nous sert d'instrument de travail. D'ailleurs, même pour être sûr que c'est sur la constitution que le président de la République a prêté serment, nous avons pris la précaution de ranger à la fin le journal officiel dans lequel la Constitution a été officiellement publiée et promulguée. De telle sorte que si dans la réédition du format spécial, il manque quelque part une virgule, la présence du journal officiel compense cette lacune. Alassane Ouattara, le président élu, lira cet écriteau spécialement conçu pour la circonstance. Il sera tenu par un huissier. Le secrétaire général du Conseil constitutionnel fera office de greffier en chef. C'est lui qui signera le procès verbal avec le président du Conseil constitutionnel de l'audience de la prestation de serment du président de la République. Il aura la charge de ranger la Constitution désormais présidentielle qui sortira chaque 5 ans pour recevoir le serment des nouveaux présidents de la République.
La Constitution pour la prestation de serment du président de la République n'est pas la seule à se revêtir de vêtements distingués. Cet autre format de la Constitution aussi a reçu des habits un peu moins somptueux. Ce format est réservé à tous ceux qui prêtent serment sur la Constitution, mais qui ne sont pas présidents de la République. Voilà, Gabriel Zani qui a donc visité les ateliers qui ont vu la conception des nouveaux habits de la Constitution ivoirienne. Ce qu'il faut également savoir sur le sujet, mesdames et messieurs, c'est que selon le président du Conseil constitutionnel, la prestation de serment du président de la République n'est pas une investiture, elle est une audience publique tenue devant les juges. À plus de 200 km d'Abidjan, à Yamoussoukro, le budget 2021 de l'État de Côte d'Ivoire continue, lui, d'être examiné par les sénateurs membres de la Commission des affaires économiques et financières du Sénat. Pour la troisième journée, ils sont au total 13 ministres et secrétaires d'État qui ont exposé. Tous ont eu à l'unanimité le quitus de la Commission. C'est ce que nous rapporte Kader Sokodogo. Cette troisième journée est consacrée à l'examen du budget 2021. Le balai ministériel continue au Sénat. La Commission des affaires économiques et financières est à la manœuvre. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, 20 milliards 168 millions de francs CFA. Les eaux et forêts, 36 milliards. Le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, 157 milliards 781 millions. Pour 2021, les défis sont connus. Les Ivoiriens sont invités donc pour l'année 2021 à accompagner les efforts du gouvernement et à s'engager pour un pays propre à travers nos initiatives communautaires, à travers le changement de comportement pour inverser la tendance. Beaucoup a déjà été réalisé à cette date, beaucoup reste à faire et 2021 sera donc le point de départ pour renforcer et améliorer ce qui aura déjà été réalisé. Le ministère du Tourisme et des Loisirs, 11 milliards 254 millions. Le ministère des Sports, 111 milliards 862 millions. Le ministère de la Culture et de la Francophonie, 14 milliards 814 millions. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, 12 milliards 36 millions. Le ministère de la Communication et des Médias, 32 milliards 786 millions. Le secrétariat d'État chargé du service civique, 2 milliards 580 millions. Le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, 595 milliards 247 millions. De belles routes en perspective. Sur ces 595 milliards, il y a la moitié qui vient du budget de l'État et la moitié qui vient des bailleurs de fonds. Donc je voudrais profiter de votre micro pour dire merci à l'ensemble des bailleurs de fonds qui accompagnent donc le gouvernement dans la mise en œuvre de son programme d'entretien routier et de construction de routes neuves. L'adoption de notre budget qui nous permettra à son application de pouvoir compléter ou adresser tous les challenges qui concernent le secteur de la communication et des médias. Et aujourd'hui, vous le constatez, c'est un secteur qui est très dynamique, que ce soit sous l'angle de l'audiovisuel avec la floraison des différentes chaînes de la TNT qui permettent l'expression démocratique libre, désormais dans des tonalités tout à fait différentes. Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, 43 milliards 815 millions. Le secrétariat d'État chargé du logement social, 21 milliards 800 millions. Et enfin, le ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, 268 milliards 748 millions. Sur la période 2019-2020, ce sont déjà, à fin octobre 2020, 416 000 familles qui ont bénéficié du PEPT. Dans le cadre de ce budget 2021, nous allons poursuivre dans cette lancée et faire en sorte qu'au moins 200 000 familles par an additionnelles aient encore accès au PEPT. Veiller à ce que les populations ivoiriennes puissent avoir accès à une énergie en quantité suffisante, de qualité et à moindre coût. Depuis 2018 à aujourd'hui, nous avons déjà 5 centres de services civiques qui sont ouverts et nous projetons ouvrir encore 5 autres centres de services civiques pour prendre en compte les jeunes qui sont en situation de vulnérabilité et qui aujourd'hui vont bénéficier de cette seconde chance pour pouvoir intégrer la vie sociale. Ces budgets prennent en compte les salaires, les investissements, les biens et services.
Et loin des parvis du Sénat, une autre forme d'examen qui a été engagée, c'est cette visite de chantier de l'AGEROUTE pour apprécier l'état d'avancement du prolongement de l'autoroute du Nord de Yamoussoukro à Tiébissou et la qualité des équipements routiers construits dans la capitale politique. Le prolongement de l'autoroute du Nord avance tout doucement et la silhouette de sa trajectoire est perceptible. Aujourd'hui réalisée à environ 70% d'exécution. Cette visite de chantier de la voirie réhabilitée de Yamoussoukro fait suite au dernier conseil d'administration de l'agence de gestion des routes. Témoin de ce constat, Léon Brou. Prolongement de l'autoroute du Nord de Yamoussoukro à Tiébissou. Les ouvrages d'art et les couches de fondation entièrement réalisés le long des 37 km avec par endroit la première couche de bitume. Plus de 70%, le taux global de réalisation des travaux. S'en félicite l'AGEROUTE venue s'assurer de la qualité des dits travaux et de l'aptitude de l'entreprise à tenir les nouveaux délais de livraison de l'équipement. 70% de réalisation, je pense que c'est un bon score déjà. La société, bravo, mais nous l'encourageons quand même à continuer parce que nous avons besoin de cette route. C'est vrai que nous avons eu quelques difficultés avec l'entreprise qui n'était pas outillée donc, pour aller à la cadence souhaitée. Et avec l'appui multiforme que nous avons apporté, les différentes couches ont été mises en place avec les épaisseurs conséquentes. Donc d'ici la fin de l'année 2021, vous aurez l'autoroute jusqu'à Boaké. Cet espoir au regard de la place de l'autoroute dans le transport et les échanges commerciaux, mais aussi pour l'importance de l'investissement sur le tronçon Yamoussoukro-Tiébissou. Environ 80 milliards contre 33 milliards de francs CFA pour renforcer et réhabiliter la voirie urbaine de Yamoussoukro. Les 50 km de route neuve issus de cette première phase du projet ont été aussi visités. Cette année, on a réceptionné plus de 138 km de route. Au niveau de la réhabilitation, c'est également des chiffres similaires. Aujourd'hui, on a plus de 7500 km de route bitumée. En 2021, nous allons relancer tous nos chantiers pour couvrir l'ensemble du territoire, mais surtout donner les opportunités de créer des richesses dans toutes les régions. Le programme d'entretien routier va s'intensifier avec un programme orienté vers les zones de production. Cette visite de chantier, après le dernier conseil d'administration de l'AGEROUTE, au menu, budget et plan d'action 2021 avec en ligne de mire la qualité des infrastructures. Raison de cette visite d'encouragement à la première promotion des techniciens supérieurs spécialisés du Centre de formation en technique routière, une école de perfectionnement de l'AGEROUTE au sein de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a organisé un atelier de lancement du projet FOLAB qui contribue à la protection des forêts. Cette rencontre a vu la participation de toutes les parties prenantes du projet. Selon le ministère, plusieurs actions sont menées pour la reconstitution du couvert forestier en Côte d'Ivoire. Grace Kando nous en parle. Le projet FOLAB vise à contribuer à la durabilité des mécanismes de financement REDD+ au niveau national afin de lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts et soutenir une gestion efficace des aires protégées. Aujourd'hui, on constate que la forêt est détruite. Mais qu'est-ce qui amène les gens à détruire la forêt? C'est l'agriculture, mais l'agriculture vient satisfaire une demande. On demande aux populations de préserver les arbres, de préserver la forêt. Mais comment on les motive dans la mesure où la forêt est pour ces populations une source de vie? Donc l'objet du projet, c'est de mettre en place des mécanismes qui permettent que les populations soient maintenant incitées à préserver la forêt, à conserver la diversité biologique. Selon le ministère de l'Environnement et du Développement durable, différentes solutions ont été déployées en faveur des forêts jamais exploitées ou reconstituées. La Côte d'Ivoire a mobilisé d'importants moyens avec l'appui des partenaires techniques et financiers pour adopter des politiques forestières et de conservation de la biodiversité pertinentes, améliorer la gouvernance forestière et enfin déployer en droit des activités tout en assurant la protection et le maintien du capital naturel. En plus de ces efforts, l'ONU Environnement et le Fonds pour l'environnement mondial ont décidé d'accompagner le gouvernement ivoirien en matière de restauration des écosystèmes forestiers et la conservation de la biodiversité.
comme il est de tradition désormais à la Sodexam, société d'exploitation de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique. Le dernier conseil d'administration, mesdames et messieurs, se tient dans une ville de l'intérieur du pays. Cette année, le dernier conseil s'est tenu à San Pedro. La mise à niveau des installations aéroportuaires, le renouvellement des équipements et un accent particulier sur les ressources humaines. Tels seront les défis majeurs de la Sodexam pour l'année 2021. Le reportage de Sam Conan. Le dernier conseil d'administration de l'année 2020 de la Sodexam tenu à San Pedro. Un conseil d'administration qui a fait suite à une rencontre avec les travailleurs pour s'imprégner des réalités du terrain. Nous venons donc de faire une séance de travail avec les agents qui nous ont soumis des préoccupations. Il y a donc le manque d'équipements, il y a des équipements qui sont vieillissants, il y a le renouvellement donc de ces équipements-là. Et tout ça, nous en avons pris bonne note. Depuis 2 années, la direction générale de la Sodexam a entrepris des travaux de modernisation de l'aérogare de San Pedro. Des travaux qui avancent bien, selon le directeur général. L'aéroport de San Pedro, ce sont 8 vols par semaine. À ce jour, on dénombre 23 284 passagers embarqués et débarqués depuis l'aérogare de San Pedro. Ils sont au quotidien sur le terrain pour contribuer à l'essor économique. Pour l'amélioration de leurs conditions de vie, les douaniers de Côte d'Ivoire ont mis sur pied une mutuelle. Cette structure fait le bilan des derniers exercices, un bilan jugé satisfaisant grâce à la nouvelle équipe dynamique dans laquelle la mutuelle des douanes de Côte d'Ivoire a décidé de s'inscrire. Mamadou Kouassi nous en parle. Nouvel exercice de bonne gouvernance pour les administrateurs et délégués de la mutuelle des douanes de Côte d'Ivoire, MUDECI. Après différents reports dus à la maladie à coronavirus, ils se sont retrouvés enfin pour faire le bilan des activités 2019 et le budget du compte 2020. Les travaux de cette rencontre statutaire ont mis en évidence la bonne gestion de l'organe social des douanes ivoiriennes, parvenu à réaliser d'importants chantiers pour le bien-être des soldats de l'économie ivoirienne. L'acquisition définitive d'une réserve foncière dans la commune de Yamoussoukro pour le compte individuel des mutualistes. L'élargissement du réseau de soins, surtout à l'intérieur du pays, pour une meilleure prise en charge de nos mutualistes. Malgré ces acquis, des défis à en croire le président du conseil d'administration demeurent. Ensemble, continuons à bâtir l'architecture de cette chaîne générationnelle de solidarité et de protection sociale qu'est la MUDECI. L'analyse du compte révèle que les cotisations mobilisées par la mutuelle sont en hausse de 25% par rapport à l'exercice de 2018. Les charges de prestations sont également en hausse de 2%. Autant de performances saluées par la Direction générale des douanes. En moins de 7 ans, vous avez réussi à hisser la mutuelle des douanes au rang des mutuelles viables et crédibles dans l'espace de la protection sociale en Côte d'Ivoire. L'année 2019 a certes été marquée par l'application de nouveaux tarifs de soins en clinique, mais vous avez su y faire face. Je vous en félicite et vous encourage à poursuivre ces œuvres sociales. Auréolé d'un bilan satisfaisant sur la période janvier 2019-novembre 2020, marquée par plusieurs difficultés, la mutuelle des douanes de Côte d'Ivoire reste en bonne voie pour parvenir à son objectif principal, à savoir être une mutuelle forte, répondant à la satisfaction des besoins des douaniers ivoiriens. Le coronavirus et ses effets collatéraux. Le secteur agricole a été impacté négativement par la maladie. Dans le souci d'aider au relèvement dans ce domaine, l'État de Côte d'Ivoire a obtenu du projet Solutions numériques pour le désenclavement des zones rurales et l'agriculture un financement de la Banque mondiale. Il s'agit de l'Agence pour le développement de la filière riz, l'ADERI, l'interprofession avicole ivoirienne, l'IPRAVI et l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers, l'OCPV, qui sont les structures qui bénéficient de cette convention signée dans le courant de cette semaine. Walter Amadou Ouattara. La présente signature de convention s'inscrit dans la mise en œuvre du programme d'urgence de lutte contre la COVID-19 et de ses effets sur le secteur agricole. À travers le projet de solutions numériques pour le désenclavement des zones rurales et de l'e-agriculture, PSNDA,
Le gouvernement bénéficie d'un appui dédié à la réallocation d'un montant de 11,6 milliards de francs CFA sur son budget destiné à 3 structures du secteur agricole. Il s'agit de l'Agence pour le développement de la filière riz, ADERI, l'interprofession avicole ivoirienne, IPRAVI et l'Office d'aide à la commercialisation des produits, OCPV. Mesdames et messieurs, notre responsabilité est grande, car le gouvernement, la Banque mondiale et les bénéficiaires finaux suivent avec une attention particulière ce dossier. Car nous sommes tous conscients que la crise a créé chez les acteurs du monde agricole des situations catastrophiques auxquelles notre action devra contribuer à remédier. Le coordinateur du projet a également souhaité la bonne gestion des montants qui seront alloués afin d'impacter positivement les populations et activités cibles. Le PSNDA vise à accroître l'accès aux services numériques dans les zones rurales et l'usage des plateformes numériques pour l'amélioration de la productivité agricole et l'accès au marché. Et le coronavirus, cet ennemi invisible, continue de sévir en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, il faut redoubler de vigilance. Et sur le point de l'évolution de la maladie en Côte d'Ivoire, les derniers chiffres en date publiés révèlent 21 nouveaux cas de Covid-19, 27 guéris et 0 décès. Le pays compte 245 cas actifs. Depuis le début de la maladie en Côte d'Ivoire, l'on a enregistré 21 639 cas confirmés, 21 261 guéris et 133 décès. Et la brèche est toute ouverte pour justement aborder la question de la gestion de la crise du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Et nous l'avons annoncé en début de cette édition. Nous avons sur ce plateau le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur le ministre, le docteur Aka Ouélé, avec vous, donc, nous allons parler de cette gestion de la maladie. Nous sommes, on va dire, à 9 mois, presque 10 mois après que notre pays est confronté à la Covid-19. Plusieurs décisions ont été prises, n'est-ce pas, pour justement freiner la propagation de la maladie. Monsieur le ministre, quel bilan? Bien, je voudrais tout d'abord saisir cette formidable opportunité que vous nous donnez pour pouvoir faire de la communication, pour pouvoir faire de la sensibilisation à l'intention de la population ivoirienne, parce que c'est vraiment le premier outil qui est conseillé s'agissant de la lutte contre la Covid-19. Donc je voudrais vraiment vous remercier l'ensemble de l'équipe de la RTI, la directrice de l'information qui nous a invités et au-delà, invité naturellement monsieur le directeur général de la RTI. Et dire qu'effectivement, depuis le début de l'année, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, depuis le 11 mars, nous avons vu notifier notre premier cas de Covid-19. C'est une maladie terrible, une pandémie terrible, redoutable, et aucun pays au monde n'échappe à cette pandémie. Mais il est heureux de dire qu'en Côte d'Ivoire, très tôt, les plus hautes autorités de ce pays, avec le leadership de son Excellence, le président de la République, ont pris la chose très au sérieux et, comme vous le disiez très tôt, plusieurs mesures de prévention, des mesures de dépistage et des mesures de prise en charge des cas positifs ont été décidées. Donc ces mesures nous ont permis à ce jour, à travers la mise en œuvre, d'un plan de riposte sanitaire qui a été décidé par le Conseil national de sécurité sous la haute autorité du président de la République, nous a permis de contenir la maladie. Je crois que c'est ça qui est extraordinaire. Et particulièrement depuis le mois de septembre, nous pouvons dire que la pandémie à Covid-19 est sous contrôle dans notre pays. En n'oubliant pas cependant que les mois de juin et juillet nous ont créé beaucoup de difficultés, mais nous sommes parvenus tout de même à maîtriser l'augmentation grâce à la mise en œuvre du plan de riposte sanitaire. Alors, monsieur le ministre, comme toute crise sanitaire qui vient avec son lot de chamboulements, nous avons pu observer quelques incompréhensions entre les populations et certaines directives qui ont été données. Aujourd'hui, est-ce que ces populations ont adhéré justement à l'ensemble des mesures prises? Nous pensons que oui,
tant il est vrai que le plan de riposte qui a été donc décidé, je dirais, par le Conseil national de sécurité sous la haute autorité du président de la République et sous l'impulsion dans l'application au plan opérationnel a été impulsé par le Premier ministre, tant il est vrai que ce plan a donné de très bons résultats. J'en veux plus preuve, tout à l'heure vous l'avez dit, pour plus de 233 000 échantillons analysés, nous avons aujourd'hui 21 600 et quelques cas positifs, un peu moins, je dirais, de 10%. Nous sommes quand même dans une bonne tranche. Mais mieux, je dirais que depuis septembre, nous enregistrons des résultats positifs au quotidien inférieurs à 5%. Qui est le seuil considéré comme celui qui permet de maîtriser, de contrôler la maladie. Alors, Monsieur le Ministre, sans vouloir partager les craintes et les peurs des autres continents, y a-t-il des raisons de craindre une seconde vague de contamination, bien sûr? Eh bien, d'abord, je vous ai dit qu'aujourd'hui, je n'ai pas donné le chiffre, nous avons un taux de létalité, c'est-à-dire de mortalité, inférieur à 0,6%. Ça, c'est une véritable performance. Mais vous avez raison, tout en annonçant ces performances, avec la COVID-19, il faut toujours être très prudent. Je donne le cas de la Corée, qui a été donné comme un exemple, et depuis, la Corée, malheureusement, est entrée également dans la deuxième vague. Donc, nous sommes extrêmement prudents et vigilants. Certes, nous avions eu peur avec la petite saison des pluies, nous avions eu peur également avec la période électorale, qui a été l'occasion de grands rassemblements des populations, comme nous avons eu peur également avec des funérailles importantes qui ont eu lieu dans ce pays. Mais finalement, à ce jour, nous conservons nos bons résultats et nous tournons maintenant autour de 2,50% de cas positifs. Cependant, je voudrais saisir cette opportunité pour lancer vraiment un appel à la population ivoirienne. Si nous sommes parvenus à ces résultats, c'est d'abord parce que nous avons fermé les frontières terrestres. C'est d'abord aussi parce qu'à un moment, il y avait eu le confinement d'Abidjan, tout ça, parce qu'Abidjan est l'épicentre de la maladie. Mais c'est surtout parce que les mesures de protection ont été suivies pendant un bon moment. Eh bien, nous voudrions demander à nos parents de continuer à respecter toutes les mesures de protection, à commencer par celle qui est fondamentale, le port du masque. D'accord. Monsieur le ministre, des résultats satisfaisants, vous venez de le dire. Alors donc, il y a des raisons d'espérer la réouverture des frontières terrestres. Pourquoi pas? La décision n'est pas encore prise. C'est trop tôt. Vous savez que du 24 novembre au 8 décembre, la plupart des pays voisins ont eu une forte augmentation de leurs cas positifs. Dans le meilleur des cas, c'était 1000 et quelques. Et dans un autre pays, je ne vais pas citer, mais je parle des pays voisins, dans la zone CEDEAO, UEMOA, un autre a fait plus de 3000 cas positifs. Quand en Côte d'Ivoire, nous sommes restés autour de 300 cas positifs dans la même période. Donc, vous voyez la performance et nous devons continuer donc, pour le moment à protéger les frontières terrestres. Et justement, Monsieur le Ministre, dans le cadre du plan de riposte, le gouvernement, au Conseil des ministres dernier, a opté pour la vaccination. 5 millions de personnes, si l'on s'en tient aux informations dont nous disposons, seront touchées par cette action. Nous aurons bien sûr le loisir de parler de toutes les questions périphériques qui justement touchent le sujet, mais avant, je vous invite à suivre ce sujet réalisé par Didier Nguessan qui justement a fait focus sur la vaccination. En avril 2021, 5 millions de personnes vont bénéficier d'un vaccin contre la COVID-19 en Côte d'Ivoire. Il s'agit du personnel de santé, des forces de défense et de sécurité, des personnes âgées de plus de 50 ans, des malades de pathologies chroniques et des voyageurs internationaux. Toutefois, la démarche est volontaire. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akaouele, fait le point sur l'état de préparation de la Côte d'Ivoire. Avec moins de 5% de taux de positivité à la Covid, le pays contrôle la maladie selon les normes sanitaires. Toutefois, la prévention reste de mise avec l'option du vaccin. En plus du vaccin de Pfizer, le groupe de travail mis en place par le ministère de la Santé s'intéresse également au vaccin du groupe français Sanofi, AstraZeneca de la Grande-Bretagne et ceux de la Chine et de la Russie. En clair, toutes les options sont sur la table pour le bien-être des populations.
Alors, Monsieur le Ministre, toutes les options sont sur la table. On l'a entendu, Didier Nguessan l'a d'ailleurs réaffirmé. Un vaccin gratuit pour les pays à faible revenu, là où les grandes puissances sortent le chéquier. Alors, nous, la petite interrogation que nous avons, est-ce que c'est un vaccin de qualité? Un vaccin au rabais ou est-ce que la qualité reste... Non, M. Herman, non, en réalité, il s'agit ici, compte tenu de ce que cette pandémie est une véritable menace pour l'humanité, de jouer pleinement la solidarité. C'est au nom de la solidarité que, dans un premier temps, tout au moins, les couches sensibles des populations des pays à revenus intermédiaires vont bénéficier de ce vaccin gratuit, mais c'est le vaccin qui a la même qualité qui va être administré aux autres, comme actuellement en Grande-Bretagne. Il s'agit pour la Côte d'Ivoire qui vient d'être éligible avec 92 pays au mécanisme COVAX. C'est un mécanisme qui a été mis au point par notre partenaire Gavi qui est l'Alliance Vaccin qui appuie beaucoup la Côte d'Ivoire. Il s'agit donc de permettre aux pays à revenus intermédiaires d'avoir accès à ce vaccin, mais à faire la vaccination en tout premier lieu de toutes les personnes exposées. Donc, cette gratuité va concerner d'abord, je dirais, le corps enseignant, les personnes qui sont exposées, le corps médical, les personnes âgées de plus de 50 ans, et puis les personnes des forces de défense et de sécurité, et puis les voyageurs également. Donc, c'est pour prendre en charge totalement la partie de la population qui est véritablement menacée. Mais la qualité du vaccin, ce serait le même vaccin de Pfizer ou le vaccin de Moderna ou de tout autre vaccin. Tout à l'heure, il a été dit que la Côte d'Ivoire est ouverte à tout vaccin. Mais au Conseil des ministres, son Excellence le Président de la République nous a instruit de nous préparer d'ores et déjà pour que la Côte d'Ivoire se prenne en charge en ce qui concerne le reste de la population qui ne sera pas éligible au vaccin pour les 5 millions d'habitants. Justement, parce que j'allais vous demander, mais si une personne qui ne fait pas partie des différentes catégories que vous venez de citer a envie de se faire vacciner, est-ce qu'elle pourra le faire? Elle pourra le faire parce qu'on l'a dit qu'on a ciblé les catégories que je viens de citer, mais il y a également l'acte volontaire pour le vaccin. Et pour répondre à votre question, après que nous ayons adhéré au mécanisme COVAX, Gavi nous a donc proposé dès maintenant également de nous permettre de disposer de vaccins, en dehors de vaccins pour les 5 millions d'Ivoiriens. Et nous avons donc marqué notre accord de principe. Et ce vaccin, lorsque nous le recevrons, ce serait des volontaires qui pourront se faire vacciner. Alors, Monsieur le Ministre, l'opération de vaccination est annoncée pour avril 2021. Alors, question, est-ce que la Côte d'Ivoire dispose de la logistique nécessaire pour justement assurer le déploiement de ce vaccin sur l'ensemble du territoire quand on sait qu'il doit être conservé à moins 70 degrés? Tout à fait. Alors, notre adhésion au mécanisme COVAX nous permet déjà de nous préparer pour la logistique dont vous parlez, c'est vrai. Le vaccin Pfizer doit être conservé à moins 70 degrés, mais je rappelle que pendant 5 jours, ce vaccin est utilisable à plus 2, plus 8 degrés. C'est possible. Deuxièmement, celui de Moderna également se conserve à moins 20 degrés, mais utilisable pendant 1 mois à plus 2, plus 8 degrés. Alors, ce que nous avons fait en souscrivant au vaccin du mécanisme COVAX, c'est qu'en même temps, nous avons souscrit à une demande de logistique. Et les demandes sont parties. Il nous avait été demandé donc de les adresser au plus tard le 7 décembre. C'est parti le 4 décembre et cela a fait l'objet d'une signature conjointe avec le ministre de l'économie et des finances. Et tout ceci est donc compris dans la demande que nous avons faite. Donc il y aura la chaîne de froid pour pouvoir donc bénéficier de vaccins utilisables à tout moment. Monsieur le ministre, pourquoi un vaccin volontaire et pas obligatoire? Si l'on s'en tient aux effets dévastateurs causés par la maladie, il aurait été intéressant, peut-être, c'est une supposition, d'obliger
des personnes à se faire vacciner. Pourquoi laisser le choix aux gens de se faire vacciner? D'abord, il faut dire qu'à ce jour, nulle part au monde, ce vaccin est obligatoire. Et au regard de la situation, est-ce que ça ne pouvait pas être apprécié autrement? Notre situation n'est pas, Dieu merci, la plus catastrophique. D'accord. Même si nous déplorons les 133 morts, mais certainement, nous avons, je vous l'ai dit, le taux de létalité le plus faible. Donc, notre situation n'est pas catastrophique, mais nous nous préparons. C'est pour ça que nous avons d'ailleurs d'abord prévu, le gouvernement a prévu que ce sont les personnes les plus exposées, les personnes qui ont des maladies chroniques, qui peuvent donc être frappées par une comorbidité. Ce sont ces personnes qui vont être bénéficiaires. Mais je disais tantôt que nous allons pouvoir bénéficier avec la proposition de Gavi de premier vaccin avant même avril 2021. Et pour ces vaccins, on a dit volontaire, mais il faut savoir qu'à terme, ça va s'imposer. Regardez, aujourd'hui, on fait systématiquement, par exemple, le dépistage pour celui qui voyage. Mais demain, il n'est pas exclu déjà l'IATA, la compagnie des transports, envisage la possibilité d'imposer une sorte de carte de vaccination pour celui qui voyage. En ce moment, le caractère obligatoire va apparaître. Mais je rappelle qu'il ne faut pas oublier dans ces circonstances-là des droits de l'homme. Je crois que c'est un élément important. Monsieur le ministre, sur les dispositions prises de façon particulière, nous sommes dans une période assez sensible, c'est pratiquement la fin de l'année, donc des dizaines de concerts vont bientôt se tenir à Abidjan, sont annoncés. Est-ce que des dispositions particulières ont été prises justement pour encadrer, sur le plan sécuritaire, bien sûr, parlons de la santé, tous ces rassemblements-là? Merci beaucoup, c'est une question extrêmement importante. Je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes là. Bien sûr, il y a le vaccin. Nous sommes là pour dire que si nous sommes parvenus à ces bons résultats jusqu'ici, c'est parce que les frontières terrestres ont été fermées. Parce que le vaccin, lorsqu'il est à l'intérieur, plutôt je dis, la COVID, lorsqu'il est à l'intérieur, le virus, il peut se propager rapidement si on ne respecte pas les précautions, mais également il peut être introduit par les frontières. Donc les frontières sont toujours fermées, cela nous a beaucoup aidé. Deuxièmement, il est exigé un texte pour tous les voyageurs entrant ou sortant. Mais l'élément fondamental, je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est le respect des mesures de protection, les mesures barrières, à commencer par le port de masque. Je crois que c'est important. Tous les pays qui ont mis un point d'honneur à porter les masques ont eu de très bons résultats. Et puis, vous avez dit, il faut qu'en cette période, les Ivoiriens et la population ivoirienne respectent ces mesures dans les lieux où il y a un rassemblement, surtout pendant les fêtes, et nous allons veiller à cela. Alors, monsieur le ministre, sans vous tendre la fine fleur, on vous a vu sur pratiquement tous les fronts, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, et cette année, c'est une année bien difficile, tout le monde est unanime sur le sujet. Alors, à toutes fins utiles, vous avez reçu une distinction. Je crois que c'est le prix spécial pour la résilience du système de santé, particulièrement pour les efforts engagés dans la lutte contre la Covid-19. Comment on se sent? Comment vous sentez-vous après avoir reçu une telle distinction? Bien. Comment se sent le ministre de la Santé? Oui. Que l'on a vu sur tous les fronts. Il est à l'aise tout en disant qu'en réalité, ce prix doit être, je le dis avec beaucoup d'humilité, ce prix doit être dédié à son Excellence le Président de la République. Ça a été, c'est bien lui qui a conduit cette lutte contre la pandémie en présidant régulièrement le Conseil national de sécurité. Si je puis ajouter, ce prix peut également être dédié à fait le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui supervisait toutes les activités du comité de veille sanitaire, qui est le point focal en matière de discussions techniques et scientifiques pour la lutte contre la Covid-19. Aujourd'hui, bien sûr, dans la continuité, le Premier ministre Ahmed Bakayoko continue également ce combat. Donc, en réalité, vous savez, on dit le chef, ensuite, je le dédie en tant que chef de famille à l'ensemble du corps médical. On dit souvent que le chef, c'est celui qui ne sait rien faire, mais qui sait faire tout. Je crois que mon mérite, c'est d'avoir réussi, avoir une équipe compétente. Et la Covid-19 a permis de démontrer que les compétences locales existent et que face au danger, ces compétences peuvent sauver le pays. Et je voudrais donc rendre hommage à tout le corps médical
et leur adresser toute ma bienveillante attention. Alors, Monsieur le ministre, c'est sur ces mots d'hommage que nous allons prendre congé de vous. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau pour justement éclairer l'opinion sur la gestion de la crise Covid en Côte d'Ivoire. Merci encore d'avoir répondu favorablement à notre invitation et à celle de la Direction générale de la RTI. Pour parler bien sûr santé, on reste avec le personnel soignant. Sachez que la célébration officielle de la Journée nationale des aides-soignantes a eu lieu ce samedi. Hier donc au plateau, une occasion pour le représentant du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de saluer le travail accompli par les aides-soignants et auxiliaires, surtout en cette période de crise sanitaire marquée par la Covid-19. Astou Touré nous en parle. Ils sont en première ligne dans l'accueil et la prise en charge des patients dans les hôpitaux. En cette journée marquant la célébration officielle des aides-soignants et auxiliaires de santé de Côte d'Ivoire, l'État marque sa reconnaissance. Vous savez, c'est un corps qui s'occupe de l'accueil, qui s'occupe des soins et qui s'occupe du confort des malades. Je crois que vraiment c'est tout un processus, c'est tout un symbole. Vraiment, je crois que ce corps-là mérite vraiment d'être encouragé, félicité. Aujourd'hui, nous parlons de l'accueil. Mais l'accueil, c'est qui? C'est ceux qui sont proches des malades. Eux sont les premiers contacts. Donc je pense que s'ils s'occupent du malade, on dira que la santé accueille bien. Et je crois que notre santé va également s'améliorer davantage. Ils travaillent sans relâche aux côtés des infirmiers et médecins. Pour les aides-soignants, cette célébration est une occasion de promouvoir cette coopération. L'aide-soignant n'est pas bien connu au niveau de la population. Nous sommes un peu confondus entre les infirmiers, les sages-femmes et les techniciens du surface. Nous voulons aussi que le gouvernement pense à ouvrir une école des aides-soignants et auxiliaires pour qu'on puisse se perfectionner comme il faut pour pouvoir faire notre métier comme on nous le demande. Abondant dans le même sens, les parrains de cette deuxième édition ont salué et encouragé ce métier qu'ils considèrent comme un sacerdoce. L'aide-soignant face à la Covid-19, un thème qui cadre bien avec le contexte sanitaire marqué par la Covid-19. Le malade n'est pas encore dépisté quand il passe par nous. Ça a eu un impact très important au niveau de nos collègues, mais que l'État a pu gérer. Occasion pour le représentant du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique d'insister sur le respect des mesures barrières. La Covid, nous l'avons maîtrisée, il y a un contrôle, mais il faut poursuivre. Il faut respecter les gestes barrières. Et pour respecter les gestes barrières, il faut des personnages qui puissent nous aider à le faire. Ceux qui sont auprès des populations, qui sont proches d'eux, je crois que c'est eux qui peuvent inculquer cette sensibilisation. Chants et danses étaient au menu de cette rencontre. Et puis, mesdames et messieurs, cette page triste dans votre journal, le père de cette chanson, vous la connaissez certainement, cette chanson culte, Marie-Josée. Zibodi s'est éteint ce samedi sur le coup de 17h des suites d'un AVC alors que le soleil décrivait sa dernière courbe. À l'âge de 71 ans, l'artiste a déposé définitivement son micro. Marié depuis 40 ans, il était père de 2 enfants. Comme on a pour coutume de le dire, un artiste ne meurt jamais. Ainsi va la vie. Dans l'actualité internationale au Burkina Faso, pour ce qui concerne l'affaire Norbert Zongo, François Compaoré, le frère de l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré, est bientôt fixé sur sa possible extradition, bien que la France ait autorisé en février l'extradition de François Compaoré. Eh bien, il n'est toujours pas revenu au Burkina Faso. Ses avocats ont déposé un recours auprès du Conseil d'État. Le recours de la défense de François Compaoré sera examiné le 18 décembre au Conseil d'État français. Pour ses avocats, son extradition est illégale. Et c'est sur cette information que se referment les pages de ce Dimanche Magazine. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.